Merci beaucoup de nous rejoindre sur cette conférence qui est dédiée à l'éducation à la sexualité et l'urgence de leur donner sa place aujourd'hui. Donc, on reçoit Myriam Félix aujourd'hui, qui est consultante en santé sexuelle infantile pour les 0-12 ans et, Bonjour. qui a notamment créé Waouh Mimi et Lifacy, mais elle reviendra dessus, enfin, tu reviendras dessus comme tu le souhaites. Ce que je vous propose, c'est qu'on garde les 45 minutes pleines pour écouter Myriam et écouter vos questions. Donc, je démarrerai bien directement, Myriam, par une petite question de contexte. Est-ce que tu pourrais nous redonner ta définition à toi de ce qu'est aujourd'hui l'éducation à la sexualité et plus précisément la santé sexuelle infantile? Oui, bien sûr. Tout d'abord, je vais vous souhaiter la bienvenue, à toutes, sur cette conférence. Je vous remercie d'être présentes et présents peut-être. Je ne sais pas, j'ai certains noms de famille, puis j'ai des prénoms aussi. Je suis très contente en tout cas d'être là, de pouvoir partager, mes connaissances et mes compétences avec vous. J'aime beaucoup ce format parce que ça permet d'échanger aussi, donc je veux remercier, toute l'équipe, du village des naissances, pour l'invitation et pour la proposition, pour l'organisation parce que c'est beaucoup de travail. Et en effet, comme tu le dis, moi, je suis consultante en santé sexuelle infantile et prévention des violences chez les enfants de moins de 12 ans. Donc, j'ai créé Wow Mimi très rapidement, il y a à peu près 2 ans et demi maintenant, parce que personnellement, j'ai été victime de près et de loin de pédocriminalité. J'ai beaucoup d'enfants dans mon entourage et d'adultes aussi qui ont été victimes, et parce que, voilà, à un moment, je me suis retrouvée avec des questions sur ma fille en me disant est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, comment je fais si ça arrive, etc. C'était un vrai sujet dans ma parentalité. Donc, je me suis dit: «Il faut absolument que je trouve quelqu'un de compétent» et bah, il n'y avait personne, donc j'ai décidé de me former. Donc je me suis formée un petit peu à droite à gauche parce qu'en réalité, en termes de formation, il n'existe rien sur le sujet, à part des DU en santé sexuelle, mais c'est que, des DU, qui concernent la santé sexuelle de l'adulte, où ils abordent très peu, l'enfance. Et puis, ensuite, j'ai commencé à proposer de la formation. Donc j'ai proposé de la formation en ligne, en présentiel. Je fais aussi de l'accompagnement des familles. Et puis ensuite, donc fin 2023, avec ma collaboratrice Audrey, qui est le juriste, qui est spécialisée dans le droit des sociétés, mais qui est aussi intéressée par tout ce qui est droit de l'enfant, évidemment. On a créé l'IFACI, qui est donc l'Institut français de l'accompagnement pour la santé sexuelle infantile. Et on y fait de la formation, de la sensibilisation. On travaille aussi du coup avec Emmanuel en collaboration sur la partie communication. Et voilà, donc on essaye de faire bouger les choses à notre niveau. Et puis évidemment, il y a les communautés aussi sur les réseaux sociaux qui aident à tout ça. Voilà, donc merci d'être là. Pour répondre à ta question, alors la santé sexuelle infantile, qu'est-ce que c'est? En fait, elle se définit vraiment de façon à part par rapport à la santé sexuelle de l'adulte qui, elle, est censée être mature. Celle de l'enfant, elle est en développement. C'est-à-dire que tout au long, en fait, au cours de son enfance et de sa petite enfance, on va avoir un développement anatomique, donc physiologique, qui concerne le corps. On a un développement aussi psychologique, donc qui concerne tout ce qui est pensée, expérience, comment l'enfant perçoit, comment il vit les expériences de vie, etc. En fait, l'environnement de l'enfant qui va apporter son petit grain de sel. Je vais essayer de vous le faire assez simplement sans avoir des termes trop techniques, qui va apporter son petit grain de sel en fait dans son développement. Et donc, on est vraiment sur un aspect du développement de l'enfant qui est très oublié, qui n'est pas du tout abordé, très peu du moins, par rapport à d'autres aspects de son développement, comme par exemple moteur, enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a enfin, le développement global, en fait, le langage, la motricité, voilà, tout ça. Et le développement sexuel, on n'en parle pas du tout, c'est très tabou. Souvent, quand on parle de sexualité, tout de suite, il y a des warnings dans la tête des gens, c'est les rapports sexuels, c'est tout ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors, enfin, si, en réalité, chez l'adolescent, mais moi, je suis spécialisée sur le moins de 12 ans. Et donc, en dessous de 12 ans, on se rend compte qu'on a surtout affaire à de l'exploration, de la découverte, des besoins qui sont motivés par la curiosité, et donc des comportements de l'enfant que nous, en tant qu'adultes, on est garant aussi d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on est censé pouvoir apporter des réponses à l'enfant, à ses questions, à ses comportements. C'est OK, c'est pas OK, ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire, ça c'est interdit, ça c'est oui, mais il faut d'abord le consentement de l'autre, et puis ton consentement aussi est important. Donc il y a plein de thématiques en fait autour de la santé sexuelle infantile et du coup de l'éducation à la sexualité, parce que alors moi je suis pas éducatrice, j'aime pas le terme éducatrice. Santé sexuelle, c'est pas mon truc, parce que éduquer pour moi, c'est tout ce qui est apport externe, c'est-à-dire qu'on va éduquer à l'argent, par exemple, on va éduquer aux finances.
Voilà, donc on éduque forcément d'une part parce qu'on a tout ce qui est comportements sociaux et que c'est important parce qu'on vit ensemble et qu'on est une communauté, qu'on est une société et donc dans tous les cas, à moins de j'aime bien cette image d'aller vivre au fin fond, de la forêt avec une petite cabane et ne voir personne, notre enfant sera forcément en contact de ses pairs, PAIRS et donc fatalement, il y aura des expériences qui se vivront et donc il faut qu'ils puissent se situer. Mais éduquer, je ne suis pas fan de ce terme, donc j'aime bien tout ce qui est consultante, accompagnement et cetera, soutien aussi, parce que, ça permet de guider les familles, de guider les parents, d'apporter des réponses et puis, bah, soit de rassurer, soit de dire: «Ouh là là, là attention, il y a un truc, il y a quelque chose, peut-être qu'il faut aller voir un professionnel, peut-être qu'on peut utiliser des outils». Des fois, ça se règle assez simplement. Donc voilà et ta deuxième question sur l'éducation à la sexualité, Emmanuel, en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas toujours, alors, en fait, tout dépend du milieu dans lequel on va l'aborder, tout dépend de la personne, de sa réceptivité par rapport à la thématique. Il y a des gens qui vont comprendre très vite et qui vont dire: «C'est super, c'est génial, je trouve ça top» et puis il y en a d'autres à qui ça va faire très peur parce que, ils sont ignorants, en fait, de la thématique. C'est pas être ignorant, c'est pas un mal, hein, moi, il y a quelques années, je ne savais pas non plus, et j'aurais pu réagir comme ces parents, ou ces adultes qui ne comprennent pas. Mais en fait, c'est l'éducation à la sexualité, c'est vraiment essayer d'amener l'enfant à comprendre que son corps est précieux, que le corps de l'autre l'est aussi et à créer des relations saines, des bases saines dans sa vie, pour lui-même et vers les autres. Voilà. Donc ça Donc englobe plein de choses. ça englobe plein de thématiques, plein de composantes. Mmh. Après je ne vais pas pouvoir tout détailler en en 45 minutes, donc ça va venir au fil des questions et Mmh. puis, des tiennes et puis de celles des personnes qui nous suivent. Mais voilà, en tout cas, on va essayer d'aborder le maximum de points, dans ce Mmh. petit temps d'échange. Et alors finalement, le constat aujourd'hui pour les enfants, pour les petits comme les un peu plus grands, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, l'éducation à la sexualité, elle prend quelle place? Comment est-ce qu'elle est faite et par qui? Alors, tu as plusieurs sphères dans l'éducation à la sexualité. Tu as la sphère, privée et la sphère publique. Donc moi, je la sépare bien puisqu'en fait, le développement de l'enfant, il va aussi se construire avec les apports parentaux, avec les figures d'attachement. Donc en fait, ce que les parents vont pouvoir apporter à l'enfant dans son quotidien. Je vous donne un exemple. Vous prenez, 2 familles qui sont, alors moi, j'aime bien parler d'éducation à la sexualité, dans les normes, sociales européennes puisque en fait, heu en Europe, les Européens, on a tendance à aller chercher un peu partout dans le monde et à s'approprier des choses, hein, que ce soit des Mmh. massages érotiques ou des choses, voilà, des massages indiens, des choses comme ça. Pour moi, voilà, ça reste leur culture et donc on se doit aussi de rester à notre place. Donc moi, je ne vais pas aller dire à d'autres pays, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ils ont leur culture, ils ont leurs mœurs. Donc voilà, moi je parle pour l'Europe en tout cas. Et donc forcément, un enfant va pas grandir de la même façon, au fin fond de l'Amazonie. Il va pas avoir le même apport en termes d'éducation à la sexualité, de ce qu'il va percevoir des comportements des adultes et de ses pairs, qu'en France, ou en Allemagne, en Belgique, enfin voilà. On Mmh. n'a pas du tout les mêmes codes, sociaux, les mêmes codes comportementaux, ni même, la même culture, en fait. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a un monde et que en tant que parent, en tant qu'adulte, mais aussi chez les grands enfants et chez les ados et les petits enfants, en fait, on va construire tout un environnement autour de tout ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en France, l'éducation à la sexualité, elle est très taboue. On entend beaucoup parler de pédoland en France. Moi, j'ai pas peur des mots. On est quand même dans un pays qui considère la pédocriminalité comme étant quelque chose de pas suffisamment traitable, dans le sens où on va caresser dans le sens du poil des personnalités publiques, des acteurs qui pourtant font état de propos ou de comportements pédocriminels. On ne punit pas suffisamment aussi les agresseurs. Alors après, hein, on ne va pas rentrer dans le débat de comment punir, etc. C'est pas là le sujet, mais en tout cas, on n'a pas de véritables sanctions sur quoi s'appuyer, hein. On a des parents incestueux qui peuvent prendre 5 mois de sursis et voilà, avec même pas de mesure d'éloignement en voyant encore leurs enfants, etc. Donc on est quand même dans un pays où tout ça, c'est très tabou. L'éducation à la sexualité, on en parle très peu ou alors on s'arrête, à tout ce qui est, MST, IST, les premiers rapports. Donc en fait, Mmh. ça sous-entendrait qu'on commencerait l'éducation à la sexualité, au tout début de l'adolescence de l'enfant. Pour moi, c'est une erreur parce que beaucoup de choses se jouent dans la petite enfance, notamment en ce qui concerne les relations égalitaires, le consentement, l'anatomie, connaître les parties de son corps, tout simplement. Appeler une nénette une vulve et un zizi un pénis. Même si on peut avoir des surnoms, ça reste les vrais termes.
c'est les faits, c'est comme ça. On les a pas, inventés, c'est des termes médicaux, donc ça commence par ça. Et puis oui, en fait, on fait le constat qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent même pas comment fonctionne leur partie intime. On a des moi, je le vois en atelier, on a des petites filles qui pensent qu'on fait les bébés par l'anus. Et quand je dis des petites filles, on est sur du 8-9 ans, donc ça peut être, voilà, il faut déconstruire ça. On peut avoir aussi, des enfants qui n'ont jamais entendu parler de consentement. C'est-à-dire que le consentement, c'est totalement absent de leur éducation. Il y a pas, voilà, c'est consentement quoi? Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Et je suis très bien placée pour en parler d'ailleurs, puisque moi j'ai appris ce que c'était le consentement, à l'âge adulte et à 22 ans. J'en ai 29 aujourd'hui, ça fait juste 7 ans que je sais ce qu'est le consentement. Donc c'est quand même particulier et on est beaucoup à être dans ce cas-là. Et puis à le mettre en pratique encore plus, hein, et avec les autres et avec nous-mêmes, Mmh. pouvoir, poser nos limites corporelles et puis, psychologiques aussi, des bases saines, en fait. Donc voilà où on en est aujourd'hui avec l'éducation à la sexualité. Après, donc ça, c'est pour ce qui concerne la sphère privée. Bien entendu, on a aussi des familles qui sont dans le tabou, qui n'ont pas de facilité à pouvoir en parler et c'est normal parce qu'avec nos expériences de vie, avec nos traumas, avec, ce qu'on a reçu aussi de nos parents, bah, c'est pas toujours évident d'aborder le sujet avec ses enfants. Donc ça c'est un fait et on ne peut pas, non plus jeter la pierre à ces parents-là. Je trouve qu'on met déjà suffisamment de choses sur le dos des parents. On est Pression, ouais. ouais, une pression assez importante, d'être comme ci, comme ça, pas manger de pizza, pas de ceci, pas de cela. Alors on rajoute l'éducation à la sexualité. Non, il y a besoin d'accompagnement sur le sujet et puis aussi, voilà, d'après les chiffres, on est quand même, plusieurs millions, c'est à peu près, 6,7 millions de Français qui ont été, victimes d'inceste d'après l'association Face à l'inceste. Donc ça montre bien qu'on n'en parle pas, qu'il y a un tabou qui est, hallucinant et pour moi les chiffres sont bien en deçà de ce qui est la réalité, mais enfin, en tout cas, on a à peu près un chiffre pour pouvoir se situer. Hem, voilà, donc si tu veux, l'éducation à la sexualité en milieu, privé, c'est pas évident et puis on a aussi nos propres croyances limitantes, sur certains sujets qu'on va pouvoir transmettre à notre enfant. Mmh. Pas forcément de façon malveillante, hein, tout simplement parce qu'on ne sait pas et donc c'est OK aussi de pas savoir. Et puis il y a toutes les questions aussi que posent les enfants qui sont souvent, malaisantes, qui, sont souvent posées dans des situations où on ne sait pas trop comment répondre parce que ça arrive à table, un soir, devant tout le monde. Tout le monde s'étouffe avec ses haricots verts, tu sais? C'est un peu, voilà. Donc donc voilà, c'est pas évident d'aborder le sujet et puis après sur la sphère publique, bah, même topo, on est encore sur des adultes qui ont pas toujours, facilité de pouvoir en parler. Alors il y en a évidemment, hein, qui en parlent très, très bien, hein, c'est pas une généralité. Tous les adultes ne sont pas, handicapés de ce côté-là, au niveau de la libération de la parole, de l'éducation à la sexualité et de la prévention des violences sexuelles, qui sont faites aux enfants. Mais en fait, ils sont très peu accompagnés, notamment dans la Mmh. sphère, scolaire. Il y a très peu d'accompagnement, on n'en parle pas, on leur donne, des directives, sur des documents et puis on leur dit: «Voilà, avec ça, vous vous débrouillez». Donc ça, c'est pas évident. Puis moi, je mets au défi, n'importe quel professionnel, même formé, hein. Moi, je prends jamais des classes de 30, en atelier, par exemple. Il est hors de question que je fasse un atelier avec une classe de 30 élèves, c'est pas possible. Donc à un moment, on demande aussi à des professeurs des choses qui sont pas, faisables. Voilà et puis après, ben, côté parents, pareil, dans la sphère publique, mais il y a des parents qui veulent pas du tout, donc il faut pouvoir gérer ça. Et puis en plus, on a des enfants qui viennent de différentes éducations, différents milieux sociaux, différents milieux culturels, religieux, donc tout ça, ça vient se mixer et il faut pouvoir trouver, un juste milieu dans les apports qu'on va apporter aux enfants, sans en traumatiser certains, Mmh. sans donner des connaissances, qui n'étaient pas attendues et en même temps pouvoir répondre à celles et ceux qui sont, un petit peu plus avancés dans le développement, voire qui ont été hyper sexualisés et qui sont déjà dans une sexualité en fait, parfois un peu plus avancée et on peut en Mmh. voir, hein. Moi, j'ai des Oui. fois des cas, de CM2 qui ont déjà envoyé des nudes, tu vois? Donc voilà, faut pouvoir, en parler et libérer la parole. Et c'est vrai que justement, c'est aussi souvent la raison, c'est qu'il y a beaucoup de parents ou de pros qui se disent: «Bah, c'est trop tôt parce que, si on parle de ces sujets-là, il va y avoir ces questions, il va y avoir des sujets auxquels les enfants ne sont pas, prêts, enfin que les enfants ne sont pas prêts à entendre et cetera». Il y a aussi beaucoup cette croyance que les enfants sont pas prêts à entendre tout ce qu'on Mmh. s'imagine devoir leur dire, sans forcément se mettre dans la peau de l'enfant qui a pas forcément, envie qu'on lui dise ce que nous on a en tête. Hem, Finalement, c'est quoi le danger quand on se
se passe de cette éducation pendant les premières années et qu'on attend, comme tu dis, 8-9 ans pour parler de consentement, voire beaucoup plus tard. C'est quoi le danger pour, enfin le danger, en tout cas les enjeux pour ces enfants qui n'ont pas tous ces sujets d'aborder avec des adultes bienveillants? Alors, en fait, cette croyance, elle est je vais rebondir sur la croyance dont tu me parles parce qu'elle est très intéressante à débunker. Mmh, En fait, tout ce qui touche du domaine de l'intime, on n'ose forcément pas tout de suite en parler et puis surtout, on n'aborde pas, cette thématique, comme, on demande à un enfant s'il veut aller au zoo. L'éducation à la sexualité, c'est pas, on arrive, on pose la question: «Alors, machin», c'est hyper intrusif. Donc en fait, c'est plutôt l'amener, soit par des supports, soit par des échanges. Est-ce que tu as envie qu'on en discute? Est-ce que tu as des questions à ce sujet? Comment je peux y répondre? Est-ce que j'ai suffisamment répondu à tes questions? Quand on a répondu, en fait, il y a une trame un petit peu parce que, moi j'aime bien toujours reporter ça sur l'adulte. Tiens, si je me mettais à parler, de sexualité avec une amie, est-ce que je lui, alors à part, si c'est de l'humour parce qu'on est des adultes, mais est-ce que si je lui parlais sérieusement de sexualité, d'une crainte par exemple que j'ai ou qu'elle peut avoir, voilà, est-ce que j'arriverais de but en blanc? Non, je pense que je lui demanderais d'abord: «Est-ce que tu es OK pour qu'on en parle? Parce que j'ai une question, j'aimerais bien te la poser», voilà. Je le ferais dans ce sens-là. Donc avec les enfants, il y a ça aussi à respecter, leur intimité. Malheureusement, l'intimité de l'enfant, elle est pas suffisamment respectée et à l'inverse, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a des comportements d'adultes qui sont hyper sexualisants, comme je te le disais, sur les mmh, enfants et donc en fait, ça: «Bah, tu as une amoureuse, tu as un amoureux», voilà, alors qu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est pas du tout leur truc. Ils s'en fichent d'avoir un amoureux, une amoureuse et puis c'est toujours hétéronormé aussi, bien évidemment, parce que quand c'est un garçon et une fille, c'est des amoureux, quand c'est 2 filles, c'est toutes des copines, et des copains. Bon bref, mmh, pas s'attarder sur le sujet, mais tellement. voilà. Donc tu vois, il y a cette croyance qui est très ancrée et en fait, les enfants, entre eux, c'est une mini société et donc les comportements qu'ils ont avec leurs parents à la maison, il est très différent des comportements qu'ils ont à l'école et à l'école, ils entendent parler de tout ça parce qu'il y a un copain qui est, descendu à 23 heures pendant que ses parents regardaient un film. Je parle même pas d'un film pornographique, hein, je parle d'un film classique. Il y a une scène d'amour dans ce film-là. Il regarde entre les barreaux, le lendemain, il va à l'école, il va aller raconter ça à ses copains, puis ça y est, on en a 10 qui sont au courant du film qu'a regardé, le papa et la maman de machin, hier soir, quoi. Donc ils sont informés de tout ça déjà, en fait. Qu'on le veuille ou non, dans leur société, ils sont pas juste en train de jouer aux billes et se raconter, leur week-end, canoë-kayak, quoi. Heu, ils parlent de ces sujets-là entre eux. Mmh, Il y a déjà des comportements. Donc en fait, il faut pas avoir peur de l'aborder et il y a même des études, qui prouvent que plus on en parle tôt et ça retarde aussi, l'arrivée dans les premiers rapports parce que ça permet d'avoir, bah, une sexualité plus éveillée, plus consentie, plus explicite aussi, pouvoir dire: «Non, j'ai pas envie, bah, non, je me sens pas prêt, je me sens pas prête» et cetera. Voilà, donc ça, mais c'est un très intéressant cette croyance que tu soulèves parce qu'elle est très courante. Je la retrouve beaucoup moi et puis ensuite les enjeux, les risques, de ne pas offrir une éducation à la sexualité, bah, c'est qu'on a un enfant qui n'a pas de connaissance de lui-même, de ses relations et qui en fait est un petit peu en roue libre et qui va apprendre en fait de ses expériences de vie. Et parfois, on le sait, hein, je ne connais personne qui a eu que des expériences de vie agréables et positives. Heu, dans un monde, ultra bienveillant, ce serait peut-être possible, mais enfin, c'est pas le cas. Donc on vit des situations qui ont parfois besoin d'être, écoutées, entendues, consolées, réconfortées. On a besoin de pouvoir poser un cadre, de dire: «Ce que tu as vécu là, c'est pas normal» ou à l'inverse de dire: «Bah, tu as le droit de toucher tes parties intimes, c'est pas malsain, ça va pas te rendre sourd». Voilà, donc c'est ça en fait, c'est pouvoir connaître son corps, pouvoir, se connaître soi, pouvoir construire des bases saines, solides, pouvoir alors moi je dis pas qu'on se protège des violences sexuelles, parce que même avec la meilleure prévention, contre les violences sexuelles, on ne protège pas un enfant contre les violences sexuelles. C'est à part le mettre sous cloche encore une fois, on fait de la prévention des violences, ce qui fait que si un jour l'enfant, est dans une situation à risque, il va être en capacité de pouvoir se mettre en retrait, d'aller chercher un adulte de confiance, d'en parler, de pouvoir stopper le truc. mmh. Mais on ne peut pas le protéger. Et puis si l'agression arrive quand même, bah, on a quand même un enfant qui dit: «Bon, j'ai vécu une situation pas normale, il faut que j'en parle à un adulte qui va m'écouter, m'aider, me protéger». Voilà. Mais Mmh. on ne peut pas, protéger à 100 une agression sexuelle d'un adulte ou d'un enfant sur un mineur. C'est impossible. Enfin, Et ça, c'est c'est utopique, en fait. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de d'adultes de confiance. C'est un sujet qui est très important dans les ateliers que tu animes.
enfin Mmh. que toi et les personnes que tu formes vous animez. L'adulte de confiance quand on quand on n'en parle pas aux enfants, quand on n'explique pas ce que c'est, effectivement, il y a pas forcément d'instinct naturel à aller, confier ça à un adulte et à savoir à qui d'ailleurs, mais à aller se dire: «Bah, j'ai vécu un truc qui est pas OK». L'enfant, si on lui donne pas de billes pour, avoir des points de repère, il va pas forcément savoir que c'est pas normal, pas Mmh. forcément savoir que c'était pas OK et pas forcément savoir qu'il peut aller en parler à un autre adulte. Donc Mmh. c'est aussi ça l'enjeu de ces ateliers, c'est d'apporter des sujets et des clés pour que l'enfant sache comment réagir et enfin je Non, mais oui, mais c'est tout à fait ça. mmh, Oui, oui, c'est très bien. C'est bien, c'est parce que ce que je transmets est intéressant et compris, donc je suis contente, au contraire. mmh. Non, c'est très vrai. C'est en fait, c'est de la prévention. C'est de dire, voilà, s'il y a quoi que ce soit, on le fait pour tout dans les sphères de notre vie. On dit, par exemple, moi, des fois, j'ai des adultes qui me disent: «Ouais, mais bon, tu vas aller leur en parler, puis après ils vont avoir l'idée d'eux». Oui, c'est Mais ça. en fait, non, parce que demain, je sais pas, vous installez un poêle à bois chez vous, ça vous viendrait pas à l'idée de pas faire de prévention avec votre enfant, en fait. Vous allez pas vous dire: «Beh, je lui dis pas pour le poêle à bois». Il va Moi, avoir si envie je d'y lui dis, il toucher. va vouloir envie de mettre les mains dessus. De toute Mmh, façon, qu'on lui dise ou qu'on lui dise pas, la situation peut arriver. Alors autant prévenir et en parler et le dire. Les parties intimes, c'est pas quelque chose qu'on enlève et qu'on met, enfin voilà, on les a, elles font partie de notre corps. Donc c'est comme une main, c'est comme, voilà, c'est comme quand on dit: «Attention avec le couteau, tu peux te couper le doigt». Bah, attention, quand tu touches tes parties intimes, c'est OK, toujours dans ton intimité, mais pas avec un objet coupant, pas avec un objet qui peut te blesser parce que, voilà, c'est des zones sensibles. Donc c'est tout simplement ça. Et quand on installe un poêle à bois chez soi, généralement on dit: «Tu as vu Edgar, il y a un poêle à bois, tu t'en approches pas parce que ça brûle». Voilà, donc on fait de la mmh, prévention. Ça veut pas dire encore une fois que l'enfant va pas aller toucher le poêle à bois, mais on a fait de la prévention et c'est déjà dans sa tête que, c'est un objet dangereux. Voilà, donc c'est un petit peu ouais, le credo de pouvoir, avoir, cet apport-là avec les plus jeunes et puis avec les un petit peu plus grands aussi. mmh. Oui, parce que finalement, ces ateliers et ces sujets-là, on en parle avec des tout petits qui sont parfois, Mmh. entre 3 et et 5 ans en maternelle et comme tu l'as dit, c'est pas parce qu'on en parle qu'ils vont tout d'un coup avoir envie, de faire des choses, complètement, complètement hors de leur âge, mais simplement, ne pas connaître, ne pas savoir, ça crée une zone, de flou, qui est non seulement, intrigante pour l'enfant, qui se demande pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas, pourquoi c'est caché, pourquoi c'est interdit, peut-être que c'est même pas bien et ça crée finalement tout un univers, un peu nébuleux, qui est parfois effrayant aussi pour l'enfant. Mmh, complètement et puis, en fait, ils grandissent pas qu'avec des enfants de leur stade de développement. Mmh, Un enfant de 3 5 ans, il est avec des adultes, il a des grands frères, des grandes sœurs, des cousins, des cousines, les grands frères, les grandes sœurs des copains, des copines, de la nounou, de machin qu'il garde, de trucs, de donc il fait un sport, il est avec des enfants plus grands, donc ils sont en contact avec, d'autres enfants d'autre âge. Alors juste un rappel, c'est que l'éducation à la sexualité, en tout cas à l'école, elle est comprise du CP à la terminale. Alors à l'époque, c'était de la sixième jusqu'à la terminale. Ils ont allongé en fait pour pouvoir l'intégrer aussi, au CP, CE1, CE1, CE2, CM1, CM2. Mais en maternelle, il y a pas d'intervention. Moi, j'en fais parce que les écoles me le demandent, d'intervenir sur les relations égalitaires, le consentement, un peu de prévention et tout ça. Mais c'est pas obligatoire en mmh, maternelle et ni même en crèche en fait. Enfin voilà, mais on pourrait le faire sans souci. mmh. Il y a des petits spectacles qui existent pour enfants sur la prévention des violences et tout, et ça fonctionne très, très bien, donc C'est ça, c'est que ce sont des voilà. sujets qui sont adaptés évidemment après à chaque âge, au niveau du langage. On parle pas de Oui, consentement, de la même façon quand on en parle à un enfant de 3 ans que quand on en évidemment, parle à un collégien, c'est évident. Mais n'empêche que évidemment. c'est un sujet qu'on peut aborder dès le tout petit âge, d'un enfant, quoi. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que chez les tout petits, il y a une espèce de tabou sur leur intimité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir que les tout petits ont une intimité. Mmh, On en a déjà parlé, il me semble, Emmanuel, mais les portes dans les toilettes, les sanitaires, des petites oui, classes. Combien d'écoles sont équipées de portes? Faites le tour dans votre entourage, demandez regardez dans l'école de vos enfants, combien mmh, de sanitaires sont équipés de portes et de cloisons? On a plein de WC qui sont, ciel ouvert, comme ça, les mmh, adultes vont et viennent, les enfants vont et viennent. Des fois, on arrive, on a des enfants, qui ont plus de culottes, qui vont attendre que quelqu'un vienne les essuyer. Enfin, voilà, il y a en fait, à la plage,
on peut trouver des petits tout nus sur la plage, voilà. Alors bon, quand il y a personne, bon, il y a une famille à 300 mètres, on peut te dire, c'est pas dramatique si l'enfant, le temps que tu le changes, voilà, il faut pas non plus pousser le truc, mais quand tu es sur une plage assez bondée, ben, tu peux avoir des personnes. L'autre jour, j'avais une collaboratrice qui est sexologue qui a partagé une étude. C'est 1 homme sur 6 qui avoue avoir des attirances sexuelles pour des enfants. Donc, sur 12 hommes sur une plage, tu en as potentiellement 2 qui regardent les parties intimes de ton enfant. C'est voilà, quand tu le changes. Donc c'est des réalités auxquelles on est très peu confrontés, mais qui sont pourtant bien là, enfouies et voilà Mmh. et c'est tabou, en fait. Et Donc qu'on veut regarder ou pas d'ailleurs, ce et chiffre-là. voilà, Mmh. exactement et finalement, alors après il s'agit pas d'être, comment dire? L'éducation à la sexualité, moi j'aime bien le rappeler, c'est pas que de la prévention des violences. Parce qu'on n'est pas en train de transmettre à l'enfant, de lui dire: «Attention, la sexualité, c'est dangereux», c'est pas ça qu'on veut. On Mmh. veut pouvoir ça fait partie de l'aspect de la prévention, mais ce qu'on veut, c'est pouvoir faire un éveil positif, sain, Mmh. à l'enfant, pour lui-même et pour ses relations. Mmh. Pour que le corps soit quelque chose de positif et que ça soit pas Ex simplement une crainte, exactement, un truc à cacher, à préserver, à protéger contre, tous les voilà. dangers, partout. Il y a une question d'Alice sur le chat qui te demande comment entrer dans les écoles pour faciliter les ateliers que tu Mmh. proposes? Alors les écoles, c'est un très bon sujet. Il y a, c'est que c'est pas évident. Les écoles, il faut pas se dire que, on arrive, on dit: «Oh, je suis intervenante, et puis je rentre et j'y vais» et voilà. Les écoles, plus ça va alors moi, quand j'ai démarré, c'était beaucoup plus simple d'y rentrer parce que bon, pour la petite histoire, en fait, la loi, qui demande à ce que, les élèves bénéficient de 21 alors à l'époque, c'était 21 sessions d'éducation à la sexualité par an et par élève. Enfin, surtout le parcours scolaire, donc ça faisait 3 par an et par élève. Donc c'était donc de la sixième jusque, bah, la terminale. Voilà, donc c'était 3 par an, ce qui est très, très peu, 3 en réalité, hein, pour aborder toutes les thématiques. Rien que le Mmh. harcèlement, tu peux faire 3 heures déjà, hein, bon. Mais bon, bref. Mince. Ah, j'ai un truc qui a bougé. Non, ça a pas C'est bon. buggé? Non, tu bien. Non. Donc en fait déjà, là-dessus, ça a un peu bougé parce qu'ils sont passés à 36 sessions et donc il y a eu en fait, ils ont amélioré la loi en quelque sorte et cette loi, elle existe depuis 2001. Depuis juillet 2001, c'est la loi Aubry. Donc moi, à l'époque, quand j'ai démarré, c'était beaucoup plus facile d'entrer dans les écoles parce que, il y avait pas eu encore, en avril 2023, il y a 3 associations, donc le SIDAction, SOS Homophobie et le planning familial qui ont assigné l'État en justice pour, non mise en place de la loi et notamment des cours d'éducation à la sexualité dans les écoles et dans les lycées, enfin et dans les collèges et dans les lycées. De là, ça a commencé à créer une espèce de boule de neige parce qu'on a, des familles réac, alors moi je suis pas en colère contre ces familles parce que j'estime que c'est simplement des gens qui sont pas informés, qui ont peur et surtout qui s'inquiètent pour leur enfant. Donc je trouve plutôt sain le fait de s'intéresser et de s'interroger sur ce qui se passe pour leur enfant. C'est plutôt normal. Mmh. Après, maintenant je crois aussi que, ne pas décider d'avoir accès à une information alors qu'elle est partout, c'est en 2024, c'est un choix quand même. Quand on a Mmh. internet, on peut quand même se renseigner, je veux dire, il y a pas mal de comptes, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, pas mal d'articles, enfin des choses, sur lesquelles, on peut s'appuyer. Bon bref. Donc du coup, la peur des familles, bah, qu'est-ce que ça a créé, dans les équipes pédagogiques de l'éducation nationale? Bah, ça a créé, un refermement des portes, des barrières et tout ça et on a tout cloisonné et surtout on ne voulait plus faire intervenir personne parce que vous comprenez les familles, ça va pas passer et cetera. Moi je rentre dans les écoles parce que j'ai un réseau d'écoles, parce que, les écoles me recommandent, voilà, bah, tiens on est passé et tout, puis ça discute entre eux aussi, entre associations de parents d'élèves, entre enseignants et cetera. Donc c'est un réseau. Il y a toujours moyen de rentrer dans les écoles. En ce qui concerne les agréments, parce qu'ils peuvent demander des agréments en fait, des agréments de l'éducation nationale. Alors ça peut s'obtenir, maintenant je crois qu'ils l'ont fermé aux associations. Moi j'ai 3 animatrices qui ont un agrément, mais ils sont en train de les fermer uniquement aux associations parce qu'en fait ce qu'est en train de faire le gouvernement et notamment l'éducation nationale, c'est de préparer un programme, pour avoir l'éducation à la sexualité et s'en charger de A à Z puisqu'en réalité ils ne pensent pas que c'est un sujet, enfin, ils font penser que c'est un sujet, mais en réalité pour eux, ça n'en est pas vraiment un et il n'est pas question de mettre du budget, dans un sujet qui n'en est pas vraiment un.
Donc, restriction de budget, ils font un programme et puis après, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont balancer ce programme aux professeurs, sachant qu'il y a déjà EduxCall qui existe, hein, donc bon, bref, on va pas s'attarder sur la question, mais du coup, je pense qu'ils veulent mettre ça aux professeurs, mais on sera encore sur le même problème parce qu'on aura affaire à des professeurs qui ne seront pas formés, Mmh. qui n'auront pas le temps d'aborder le sujet et qui n'auront pas les outils suffisants pour pouvoir le faire. Donc, à un Mmh. moment, ils vont avoir besoin de faire venir des gens de l'extérieur. Mais bon, bref, tout ça, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais en tout cas, on peut toujours rentrer dans les écoles. Il y a des écoles qui vont vous dire: «Non, non, non, moi je veux avec un agrément». Il y en a d'autres qui vont dire: «Ah non, mais trop bien, on a trop besoin». Donc en fait, selon les académies, selon les directions, selon la sensibilisation des équipes, ça veut strictement rien dire. Il me semble qu'il y a Mathilde qui est là. Mathilde, elle s'est formée sur le programme, Wowmimi sur l'éducation à la sexualité et Mathilde, il me semble qu'elle intervient, ouais, beaucoup dans les écoles. Donc voilà, c'est possible. On peut intervenir dans les écoles, mais en effet, il faut user d'huile de coude et puis de ruse parfois de rentrer par la petite porte. Mmh. Et une fois que l'école est contente, voilà. Et puis tu l'as dit, en fait, faire intervenir un intervenant extérieur, c'est aussi, créer des groupes plus petits pour pouvoir parler de ces sujets et Mm, vraiment offrir un espace de parole. Parce que les ateliers, où on parle de ce sujet, avec en plus quelqu'un d'extérieur qui va venir, casser un petit peu la dynamique habituelle, de ceux qui vont être à l'aise pour parler et ceux qui ne le sont pas. La dynamique, que tu proposes, c'est aussi créer un espace où la parole est possible, alors que mm, dans la vie de tous les jours, bah, la parole, on la prend pas forcément si facilement, surtout sur non. des sujets pareils. Que ce soit des questions toutes, on va dire, légères, des questions tous les jours, ou quelque chose qui est de l'ordre d'un poids pour l'enfant. Mmh. Complètement et puis, en fait, en faisant de l'éducation sexuelle à l'école en fait, moi, enfin, dans le meilleur des mondes, il faudrait avoir une éducation sexuelle à la maison qui soit positive, saine, inclusive et cetera et puis une éducation à la sexualité à l'école. L'avantage de l'éducation à la sexualité à l'école, c'est qu'elle agit sur le groupe et donc quand on agit sur le groupe, on agit sur une société et quand on agit sur une société, sachant que nos enfants sont les adultes de demain, en fait, et ben, en agissant sur la société, on va construire, des choses beaucoup plus pérennes et des bases beaucoup plus saines. En Mmh. fait, il y a du harcèlement, il y a des agressions sexuelles dans toutes les écoles. Moi, franchement, le nombre d'instits qui m'écrivent, de parents que je reçois toutes les écoles dans lesquelles je suis intervenue, il y a eu un cas minimum dans l'école d'agression sexuelle dans les toilettes, dans machin, des enfants de copines, de copains. Enfin, non, mais c'est hallucinant parce qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité. Les enfants, en fait, ont un besoin de découvrir. Ils posent la question, le parent, on met la question sous la table, et puis, bah, résultat, là, bah, demain à l'école, je vais aller voir comment il est fait le sexe de ma camarade de classe, parce qu'il faut bien que je sache à un moment, quoi. Voilà, et boum, on a affaire à une agression, donc, parce que c'est Mmh. pas du tout pareil de l'autre côté. Donc, voilà, en fait, on agit vraiment sur le groupe, et c'est pour ça que c'est important. Maintenant, c'est délicat parce qu'évidemment, il faut pouvoir s'adapter au groupe, encore une fois, et que bah, on n'est pas à l'abri. Moi, j'ai des fois des personnes qui me disent: «Mais du coup, moi, si j'ai un enfant qui me pose une question devant tout le groupe, je fais quoi?» Bah, tu fais quoi? C'est trop tard. La question, elle est posée devant tout le groupe. On peut mettre en place des boîtes à questions anonymes et tout ça. Ça, c'est possible. Mais si l'enfant a besoin de sortir sa Bien question et sûr. il l'a dit devant tout le monde, c'est trop tard. De toute façon, qu'il la dise dans la cour ou qu'il le dise dans un contexte d'atelier, vaut mieux que ça sorte en contexte d'atelier pour pouvoir y répondre plutôt que dans la cour et que personne l'entende et personne Mmh. puisse y répondre. Donc c'est fait, ça y est, tout le monde a entendu, donc il faut pouvoir répondre à tout le monde. Et D'où la voilà. formation qui est nécessaire. Voilà, mais le problème, c'est que ça m'étonnerait que l'éducation nationale mette des billes pour la formation de leurs enseignants. Mmh. Donc, pour moi, ça reste quand même ouais, assez. C'est- voilà, voilà, quoi. Ouais, et pour rebondir sur tout à l'heure ce que tu disais par rapport aux familles, réac ou en tout cas, inquiètes de ce qui va se dire à l'école, à leur enfant. Est-ce que, un des arguments que tu mets en avant pour, sur ce sujet, c'est aussi de dire que si on en parle à l'école, bah, c'est aussi un premier pas pour que la famille après puisse redécortiquer, en parler à la maison le soir avec son enfant? Parce qu'en fait, à l'école, de toute façon, les enseignants et toute l'équipe va aussi donner plein d'informations sur, je sais pas, l'écologie, la Mm. société, tout un tas de choses, et les parents sont bien OK avec ça, ils le savent très bien. Ce qui veut pas dire que le soir, ils peuvent pas aussi demander à leur enfant: «On peut en reparler?» Est-ce Ouais, que c'est quelque chose qui les touche ou pas spécialement? en fait, nous, on a un biais, si tu veux, Emmanuel. C'est-à-dire que en tant que parent,
on est dans un accompagnement qui est relativement respectueux de ce que tu peux trouver, au commun des mortels et dans l'éducation en général. On a un biais parce que, bah, toi comme moi ou comme d'autres, personnes qui nous écoutent, quand notre enfant rentre, d'une activité, d'une école ou voilà, ou un enfant qu'on connaît, on va lui poser la question: «Ça s'est passé comment? Tu as fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mangé? Ça a été? Tu as passé un bon moment avec ta meilleure copine, avec ton meilleur copain?» Enfin voilà, tu vois? Tu poses cette question. Il y a des familles qui ne le font pas. Mmh. Il y a des familles qui ont pas envie d'aborder le sujet. Il y a des familles qui ont pas envie d'en parler. Donc tu viens aussi mettre le doigt sur quelque chose, en fait, mais moi j'ai pas envie d'en parler à mon enfant, tu vois? Mmh. Il y a enfin, quand tu discutes avec les enseignants, la violence physique, émotionnelle, psychologique dans les familles, elle est hyper présente. En fait, il y a finalement sur la totalité de familles, françaises, il y en a très peu où, on est sur une éducation respectueuse de l'enfant, de ses besoins, de ce rythme. Ça ne dit pas que tu pètes pas les plombs des fois parce que c'est normal, on est des humains. Mais tu vois, il y Mmh. a des enfants, c'est bon: «Allez, tais-toi, mange et puis va te coucher», quoi, tu vois? Il y a pas tout ce truc de décortiquer. Donc 2 choses l'une, soit l'enfant se dit: «C'est OK avec mes parents pour pouvoir en parler», parce qu'ils sont ouverts et tout ça. Soit il se dit: «Si j'en parle à mon père et à ma mère ce soir, je vais me faire, déboîter quoi. Mon Mmh. frère va se foutre de moi». Enfin voilà, donc je garde ça pour moi, j'en parle pas, tu vois? Donc quand on parle à l'école, ils vont dire: «Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire quoi?» Tu vois? Ils essayent de les hypersexualiser, ils essayent de, il y a aussi des théories complotistes, comme quoi, on essaye de les faire changer de sexe, enfin voilà, tu vois? Ça va super loin. Mmh. Donc tu peux avoir, des associations qui sont contre. Il y a une pétition en ce moment qui tourne, beaucoup, qui a réuni beaucoup de signatures déjà contre l'éducation à la sexualité. Donc moi j'alimente pas tout ça parce que je pense que ça mérite pas et qu'il y aura toujours dans tous les sujets des gens pour, des gens contre, enfin voilà, ça fait partie du truc. Mais en tout cas, voilà, tu as des enfants qui vont jamais en parler et du coup, l'école leur permet de pouvoir aborder le sujet et de trouver des adultes ressources, des adultes de Mmh. confiance pour pouvoir amener, ça sur la table et peut-être aussi se dire: «Bah, ce que je vis à la maison, c'est pas normal», de pouvoir briser la glace, tu vois? De pouvoir chercher de l'aide et ça, c'est important et Mmh. de la même façon, bah, oui, tu as des familles qui voilà, ont des croyances et c'est normal, on est tous et toutes différents et ça, c'est à respecter et c'est pour ça que l'éducation à la sexualité, oui, elle s'adapte au stade de développement de l'enfant, à son âge, à son niveau de compétences, de connaissances, mais il faut aussi pouvoir s'adapter à son environnement, familial. C'est-à-dire que, tu peux moi, il m'est arrivé d'avoir, des ateliers où tu as des enfants qui se bouchent les oreilles, tu vois? Donc je suis pas en train de forcer, je leur dis: «Écoutez, si ça va pas, vous sortez». Enfin voilà, vous et je sais de toute façon que, la copine, le copain, il va dire ce qu'ils se sont dit. Donc ça va quand même se transmettre. Il ne faut pas penser que ça reste à huis clos. Bien sûr. L'éducation à la sexualité, ça se transmet, ça se fait vivre en fait par les comportements et puis par les discussions, par Mmh. les échanges entre eux. Oui, c'est l'ouverture en fait du sujet. Mm. Le sujet est là Complètement. et on s'en empare. Après, évidemment qu'on va pas rentrer des informations de force dans la tête des enfants, c'est absolument pas le sujet. C'est Mais plutôt oui, de tout à libérer fait. quelque chose qui était quand même très caché, très bridé et puis, souvent invisible. Ouais, Mmh. complètement. Et alors, c'est une question qui mériterait certainement, des heures, mais est-ce que, tu veux nous donner quelques ressources, en tout cas, partagées avec les familles, qui nous Mm. écouteront ou qui écouteront le replay? Des ressources, pratiques que tu, partages souvent pour que les parents puissent, Mm. avoir des supports, comme tu dis, pour tous ces parents qui sont pas trop à l'aise avec, ce sujet? Bah, tu as plusieurs, en fait, déjà, ne surtout pas aller lire la psychanalyse freudienne et lacanienne, ça, c'est déjà un bon point. C'est-à-dire que vous mettez à la poubelle tous ces trucs-là, qui vont vous parler de stade anal, voilà, enfin bref, tout ça, il faut le jeter, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un souci là-dessus. Se documenter sur le lien d'attachement, ça, c'est important puisque ça conditionne aussi, les relations. Un enfant qui est sécure, avec ses figures d'attachement, c'est un enfant qui sera en capacité, c'est un peu le truc, hein, on appelle ça le porte-avions. Tu sais, Mmh. c'est-à-dire qu'il est en capacité d'aller vers les autres puisqu'il sait que, il y a un socle sécure, donc se renseigner là-dessus, lire un peu là-dessus. Alors j'ai pas de enfin, il y en a beaucoup des bouquins sur la théorie de l'attachement et cetera. Enfin, en tapant ça, généralement, on trouve des Oui. choses assez intéressantes. Après, il y a tout ce qui est, livres évidemment, donc on a les petits illustrés de l'intimité, on a, Petit Doux n'a pas peur, on a, C'est mon corps, on a toute la série des livres d'Isabelle Filiosa aussi qui est plutôt intéressant. Moi, je déconseille ceux de Catherine Dolto, parce qu'il y a des formulations qui sont pas correctes et convenables,
Et qui peuvent, laisser penser à l'enfant, notamment sur le livre, sur l'inceste que quand on révèle de l'inceste, la personne qu'on aime bien, bah, elle est emmenée à la police, donc ça c'est pas OK, par Mmh. exemple. C'est un truc que je recommande pas tellement. Toujours bien feuilleter un livre avant se et en fait avoir les mettre les lunettes de l'enfant, se dire: «Bah, tiens, mon enfant, qu'est-ce qu'il va comprendre en lisant ce livre-là? Mmh. Qu'est-ce qui va venir dans sa tête quand je vais lui lire ça?» Donc ça, c'est important. Parler aussi des émotions, tous les livres sur les émotions, ça fait aussi partie de l'éducation à la sexualité. Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur quand je suis en colère, quand je me sens bien, quand je me sens apaisée, voilà. Il y a tellement de choses à dire, tellement de voilà, donc tout ce qui est livre, faudrait qu'on fasse d'ailleurs une petite liste, de livres, hein. Faudrait que Oui, je on m'y pourra attelle. transmettre ça pendant avec le Exactement. replay. Mmh. On peut, bah, comme tu l'as vu aussi, parce que toi tu as suivi le programme, d'animatrice, AES, 3-12 ans, Que je recommande Wellness. fort, fort, fort d'ailleurs. Merci. Tu peux, choisir en fait avec un enfant une main et puis écrire les adultes de confiance sur la main. Ça, c'est sympa à faire. Bah tiens, il y a qui? Bah, il y a mamie, il y a nounou, il y a papa, il y a maman, il y a mon grand frère. Enfin voilà, de pouvoir, mettre tout ça sur la main de l'enfant, ça peut lui faire plaisir aussi, et être une activité assez sympa à faire. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre en termes d'activité? Tu as les poupons sexués, en fait, d'aller coller, de la petite gommette, sur les poupons. Donc en fait, il faut prendre un petit poupon sexué qui est anatomiquement correct, en fait, qui a, un pénis, une vulve, des fesses, voilà. Alors là, il y a les poupons Paola Rena qui sont très bien, ils sont plutôt intéressants, Mmh. les petits poupons Paola Rena et voilà et en fait, tu vas leur dire: «Bah, on va coller des gommettes vertes, rouges et oranges selon, en fait, les zones qui sont OK de toucher et de pas toucher. Alors même si l'enfant après, si tu veux, il va être, il y a des zones, il va aller mettre par exemple du rouge sur les oreilles, bah, c'est OK aussi, tu vois? Il peut, coller en fait une gommette, rouge, sur l'oreille s'il considère que son oreille ne doit pas être touchée. Voilà et Complètement. c'est lui expliquer. Par contre, lui dire: «Bah, tu sais, par contre, l'oreille, c'est pas une partie intime, donc si quelqu'un touche ton oreille, c'est pas une violence, sexuelle, quoi». Voilà. Mmh. Ouais, j'arrive. Donc voilà, tu vois, c'est plutôt intéressant ça et en fait, tout ce qui est jeu de situation. Tu vas prendre des Playmobil, tu vas recréer des petites situations, des Schleich, hein, ça peut être des animaux parce que les enfants, des fois, ils aiment bien le côté, animaux, tu sais? En fait, tu vas lui dire: «Allez, viens maman, Mmh. on va» donc ça peut être fait aussi pour recréer des scènes, obtenir des dévoilements aussi, créer des scènes du consentement. «Ben non, je veux pas que tu touches ma patte». «Ah bah non, tu vois, il a pas envie qu'on touche sa patte». «Bah oui, mais je dois lui mettre, tu vois, je sais pas, du vernis, c'est un sabot, par exemple». «Ah non, 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 je veux pas, je veux garder mon sabot comme ça». «OK, tu as le droit». Enfin voilà, donc ça, c'est des petits jeux qu'on peut faire Mmh. assez simplement et qui nécessitent pas en fait, il y a de toute façon, déjà d'une, je crois que la nature nous donne énormément de choses pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc en Mmh. réalité, un petit bonhomme, on peut le faire avec 2 bouts de bois et 3 bouts de feuilles, tu vois? Donc il y a beaucoup de choses où on peut s'inspirer de jouets et de jeux qu'on a déjà et qui sont disponibles plutôt facilement, dehors. Et puis ensuite, il y a ah pardon, j'ai juste, tac, ça, j'ai eu un coup de fil, donc comme ça sonne aussi sur l'ordinateur. Et puis en fait, on s'adapte comme ça, avec, ce qu'on a autour de nous, tout Mmh. simplement. Et puis aussi, dans notre posture parentale et éducative, en fait, être à l'écoute, des enfants, respecter, leur intimité, leurs besoins, leur consentement, dire que c'est OK. Alors le consentement, on peut jamais de toute façon le respecter à 100. Ça c'est un fait. C'est-à-dire que quand on a un enfant qui, a, je sais pas, un traitement à prendre, il peut pas, Oui, bah, quelque chose de médical, interroger, d'important. voilà, tu es obligé exactement. Mais au maximum, en tout cas, faire en sorte de pouvoir écouter, Mmh. respecter, valoriser le non, dire: Mmh. «Tu as le droit de dire non, c'est OK si tu dis non». Enfin voilà, mais par contre, tu vois, le traitement, on est obligé de le prendre et tout. Mais au maximum, déjà, le fait que l'enfant ait connaissance de ça, c'est déjà important. Oui, c'est ça. Si déjà on le respecte à la maison, c'est plus facile pour lui de comprendre, que c'est important et que c'est, une règle Exactement. absolue. Mmh. Exactement et en fait, c'est déjà lui montrer la voie, en fait, vers quelque chose de positif, Mmh. tu vois? Bah, merci beaucoup Myriam, on aurait eu 1000 Je t'en questions, prie. mais on peut pas tout aborder en 45 Non, minutes. mais si jamais, moi, je suis disponible aussi par mail, si vous Oui, avez des questions qui vous je viennent, vais, enfin, il y a je aucun vais souci. remettre les liens dans le chat tout de suite et puis, comme ça vous pourrez aller poser vos questions, ou mettre des commentaires sur les publications de Wow Mimi ou de Lifacy et n'hésitez pas à regarder le replay si vous avez manqué un petit morceau. Merci beaucoup à toi Myriam, c'est toujours passionnant de Compris. t'écouter. Merci Manuel, merci à vous d'être venu en nombre et